Et si on s'intéressait à la ville de Maroua, elle vient de subir 2 attentats à l'espace de 3 jours et 3 à l'espace de 2 semaines. La peur et la psychose ont gagné l'esprit des populations dans l'extrême nord Cameroun. Un attentat est survenu hier, d'ailleurs le dernier bilan rendu officiel par les autorités administratives, le gouverneur de la région de l'extrême nord lors d'une réunion de crise tenue ce dimanche matin. On apprend qu'il y a eu 21 morts et 85 blessés au total. Déjà donc une 50aine de morts pour ce laps de temps, 2 semaines exactement pour ces 3 attentats. Le gouvernement appelle au calme et à la collaboration des populations. Restons debout, a dit l'œil du Sahel cette semaine. Mais difficile, observe mutation, le message est la nouvelle expression ou le jour, au regard de l'âge des kamikazes, 12, 13, 14 ans pour l'essentiel. Cameroun Tribune parle du réconfort du chef de l'État aux victimes et familles des victimes, mais une question demeure, comment mettre fin à ces exactions? En nommant d'autre part Abdoulaye Babalé au poste de directeur général des élections pour Elekam, Paul Biya a-t-il mis fin au conflit ou mieux à la guerre de leadership ayant opposé durant de longs mois le président du conseil électoral Samuel Fonkamazou à l'ex-directeur général Mohamed Sani Tanimo. La presse pense que c'est une victoire pour Samuel Fonkamazou qui ne résout forcément pas le problème de test portant création et fonctionnement de l'organe en charge des élections au Cameroun. Madame, bonjour, messieurs, bienvenue sur Droit de réponse. Droit de réponse est ce programme qui se propose de disséquer l'actualité telle que vue par la presse afin de susciter le débat. Ici, et comme tous les dimanches d'ailleurs, des journalistes, des hommes politiques et des acteurs de la société civile se relaient sur ce plateau pour tenter de nous faire voir, comprendre ce que la presse, elle, n'aurait pas pu. Merci donc d'être au rendez-vous de Droit de réponse. Je signale qu'à l'entame de cette émission, nous reviendrons bien évidemment sur les attentats suicides survenus hier dans la ville de Maroua, précisément à Domayo. Des images donc de ces attentats à suivre en tout début de cette émission. Mais avant la revue de presse, comment la presse s'est intéressée à ces 2 principaux sujets qui ont cristallisé l'attention de l'opinion publique cette semaine. Cédric Noufélé, bonjour. Bonjour Sandrine. Eh bien, on l'a dit, on va s'intéresser à la sécurité, ces attentats suicides, mais aussi aux questions d'ordre politique avec Élections Cameroun. La presse n'est pas restée insensible face à l'horreur causée par ce double attentat perpétré mercredi dernier à Maroua, à l'extrême nord du Cameroun. La nouvelle expression indique que près de 13 morts et 32 blessés ont été enregistrés après l'explosion de 2 kamikazes au cœur de Maroua. Le messager précise qu'en l'espace d'1 mois, 60 personnes ont été victimes de ces attentats suicides au Cameroun et au Tchad. La presse a analysé ce nouveau mode opératoire de Boko Haram. La nouvelle expression révèle que ce nouveau mode opératoire, que les kamikazes avaient pris le temps de sillonner le marché central de Maroua, où Boko Haram avait promis de frapper le jour de la fête du Ramadan. Mais ce journal constate qu'ils ont nargué les autorités, car ce double attentat est survenu au moment où se tenait une réunion de sécurité régionale à l'extrême nord. Selon l'enquête du journal Intégration, les kamikazes ont été identifiés comme des jeunes filles. Elles étaient sous l'effet d'un endoctrinement à travers lequel la secte terroriste leur vend le rêve et l'envie d'accéder au rang de martyrs. Au regard de cette tentative de créer la psychose au sein de la population, Cameroun Tribune souligne que le chef de l'État a dépêché le ministre de la Défense au chevet des blessés et des familles des personnes décédées afin qu'il leur présente ses condoléances, son réconfort et les assurances que l'ennemi sera vaincu. L'œil du Sahel appelle les Camerounais à rester debout et unis face à Boko Haram. Dans les colonnes des journaux, bon nombre de stratèges estiment que cette mutation observée dans le mode opératoire de Boko Haram montre à suffisance l'affaiblissement de cette secte islamiste. Mais la presse ne manque pas d'évoquer les promesses non tenues dans la sous-région Afrique centrale pour développer de nouvelles stratégies de lutte contre les bombes humaines de Boko Haram. Ceci est dû à un manque de vision politique des chefs d'État africains. C'est l'analyse du politologue Mathias Eric Onangini. Il fait partie des observateurs qui proposent dans la presse le renforcement des services de renseignement et la multiplication des contrôles au niveau des frontières et à l'intérieur du pays pour éviter les infiltrations des adeptes de Boko Haram. L'œil du Sahel, quant à lui, tire la sonnette d'alarme sur l'urgence de la création d'un nouveau camp de réfugiés à l'extrême nord.
La nomination d'un nouveau directeur général des élections a fait la une des journaux au Cameroun. La presse estime que Paul Biya a tout simplement limogé Mohamed Sani Tanimou. Cameroun Tribune précise que le nouveau directeur général des élections était jusque-là membre du conseil électoral. En bottant en touche Mohamed Sani Tanimou, la Nouvelle Expression constate que le président de la République a tranché en faveur de Franck Amazou suite à cette guerre des compétences qui a fait rage entre le président du conseil électoral et le directeur des élections. Dans un entretien accordé au journal Le Jour, le nouveau directeur général des élections fait savoir que son plan d'action sera mis en place en collaboration avec le conseil électoral et les autres acteurs du processus électoral. Sandrine. Merci à vous, Cédric Noufélé. Je te passe un bon dimanche. On se retrouve dimanche prochain. Toujours avec le même plaisir. Eh bien, nous faisons tout d'abord la connaissance de nos invités pour ce dimanche avant de vous proposer les dernières images en provenance de Marois, où a eu lieu hier un autre attentat suicide. Alain Massoka, bonjour. Bonjour Sandrine, bonjour aux téléspectateurs d'Equinox Télévision. Merci d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes journaliste, c'est bien. Vous vous intéressez aussi beaucoup aux questions économiques et du budget d'investissement public. On en reparle beaucoup ces derniers temps et dans beaucoup de régions, on craint de ne pas voir franchir la barre des 100%. Et pourtant, le chef de l'État avait semblé frapper du poing sur la table il y a quelques années. Oui, et vous permettez également qu'à travers cette défaillance de l'exécution du budget d'investissement public, que l'on remette sur la table l'épineuse question de l'effectivité de la décentralisation qui continue de poser problème. L'exécution des budgets, si au niveau des structures centrales, on peut noter quelques légers efforts qui permettent quand même de pouvoir exécuter ce que l'État prévoit pour les populations. La question, c'est de savoir si tout le monde est au même pied d'égalité. Je crois que ce sont des questions qui ont été évoquées plus d'une fois, notamment par la société politique, notamment les formations politiques. Et il me semble qu'on ne soit peut-être pas toujours, n'est-ce pas, à la même vitesse. Donc la question aujourd'hui, c'est de pouvoir effectivement renforcer la capacité de ceux qui sont les gestionnaires à pouvoir, s'approprier les outils, n'est-ce pas, de cette je veux dire, disponibilité budgétaire que l'État accorde à ces populations, mais davantage que, n'est-ce pas, ces crédits puissent être effectivement destinés et alloués aux besoins primordiaux des populations. Peut-être que le mal se ferait davantage ressentir sur ce que moi j'appelle la frontière entre les intérêts privés et les intérêts collectifs. C'est peut-être la raison qui fait en sorte que finalement le problème de la consommation reste en deçà des attentes. Très bien. Merci donc à vous d'avoir accepté cette invitation. Nous disons aussi bonjour au professeur Charles Lemagne, Pascal Messanga-Nyamding. Bonjour. Bonjour madame. Vous êtes homme politique, vous êtes aussi universitaire, vous vous intéressez à toutes les questions de la vie politique et même ailleurs. Alors cette semaine, les bureaux ou un bureau de la Fédération camerounaise de football a été cambriolé et dans le même temps, on apprenait que la commission en charge des sports olympiques a encore frappé du poing sur la table. Et donc, presque tout est à refaire au sein de la Fédération camerounaise de football. Ça en fait quand même trop, vous direz? Oui, je crois que vous voulez parler de la décision de la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique, qui est aujourd'hui cette instance qui apprécie les règles du jeu, qui oppose le comité de normalisation et certains acteurs du football. D'abord, il faut rappeler techniquement que le problème aujourd'hui du comité de normalisation, c'est que cette instance ne respecte pas les sentences qui viennent à la fois du TAS et de la Chambre de conciliation et d'arbitrage. Ce qui est recherché aujourd'hui, d'abord, c'est le respect des sentences. Vous avez vu, il y a eu une décision du TAS qui a été prise où on devrait logiquement voir sur le terrain des acteurs réagir en laissant les présidents régionaux des fédérations continuer à administrer les ligues régionales. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Il y a toujours cette ingérence d'un comité de normalisation qui a oublié, je dis bien qui a totalement oublié ses missions. J'ai entendu votre revue de la presse tout à l'heure. J'aimerais que mon brillant collègue Mathias Ouonangini, au lieu de parler des chefs d'État qui n'ont pas de vision, qu'il nous donne un peu la vision
du comité de normalisation qu'il soutient, lorsqu'on sait que ce comité n'a que 3 missions. La première mission, c'est de gérer les affaires courantes. La deuxième mission, c'est réviser les textes. On peut aussi parler d'adoption ou de modification de textes. Et puis, la troisième mission, c'est d'organiser les élections et puis faire vivre la FECAFOOT. Malheureusement, vous voyez qu'il ne le fait pas suffisamment. Pour revenir sur le cambriolage et terminer sur cette question qui préoccupe votre rédaction ce matin, il faut reconnaître qu'il y a une enquête qui a été ouverte. Moi, je ne voudrais pas me mêler de ces affaires, mais on est quand même très étonné de savoir que la FECAFOOT est cambriolée. Pourquoi ce bruit de botte? Et alors que la première porte n'a pas été défoncée. De sources bien informées venant du CED, je me suis particulièrement intéressé à ce vrai ou faux cambriolage. Eh bien, apparemment, les indices ne laissent pas croire que c'est un coup venant de très loin. Alors moi, je ne me mêle pas des affaires de justice et d'enquête, laissons faire. Avec votre permission, pour chuter sur le budget. Vous voyez, j'emprunte cela à l'analyse d'un collègue universitaire économiste qui faisait remarquer que le budget d'investissement public n'est pas exécuté. Mais au-delà du budget d'investissement public, le budget lui-même de la plupart des institutions, à ce jour, je vous dis bien, fin juillet, où nous entrons déjà au mois d'août, alors que le président de la République parlait des doublons, parlait de la sous-consommation, je vous assure que 40% des institutions n'ont même pas encore commencé à gérer le budget. Je vous prends le cas de l'IRIC. Vous voyez, nous allons en vacances à l'IRIC, parce qu'un comité directeur qui doit être présidé par le ministre des Relations extérieures ne s'est pas encore tenu une affaire de 2 heures ou de 3 heures, ou alors parce que de l'autre côté, peut-être à l'IRIC, les gens ne sont peut-être pas prêts, je ne sais pas ce qui se passe. Mais figurez-vous qu'à ce jour, le budget dans une institution comme l'IRIC et bien d'autres institutions n'est pas encore débloqué. Moi, je pense que si j'étais à côté du chef de l'État, je lui aurais dit de convoquer tous les chefs des institutions qui n'ont pas encore voté le budget, quitte à les foutre à la porte parce que c'est inadmissible. On ne peut pas continuer à voir le chef de l'État être aussi contrarié par certains de ses collaborateurs ou parfois certains gestionnaires de budget. Très bien. Merci à vous d'avoir accepté cette invitation. Bonjour également au docteur Louison Essomba. Vous êtes enseignant de droit privé à l'université de Douala. Bonjour et merci d'avoir accepté cette invitation. Merci Sandrine. Merci de me convier, de convier la modeste personne que je suis à ce débat citoyen et républicain. Je crois que c'est au forceps, je veux dire, vous m'avez pris à défaut de cours. Pour venir éclairer la lanterne des téléspectateurs pour cette belle émission. Permettez-moi de me conformer à une civilité, celle qui consiste à saluer les autres panélistes qui sont avec moi sur ce plateau. Très bien. Et surtout les très nombreux téléspectateurs d'Equinos TV qui nous regardent à l'instant. Merci à vous d'être là et nous disons également bonjour à Céleste Saint-Germain, conseiller municipal, membre du NEC, militant de première heure, on va dire ça comme ça, du Social Democratic Front. Oui, j'ai adhéré au SDF en 1998, à la section de Paris, et je suis fier d'appartenir à ce grand parti. Je n'ai pas changé de parti, bien sûr, je ne pratique pas la transhumance politique. Je sais qu'il y a beaucoup de partisans de cette pratique au Cameroun. Je pense surtout que le combat qui doit être mené contre le système au pouvoir, c'est-à-dire l'État-parti RDPC, mérite que nous concentrions nos forces dans un seul et même parti, en l'occurrence le SDF, parce que quoi qu'on dise, le SDF demeure la porte de changement pour le Cameroun et pour les Camerounais. Très bien. Je l'ai pris simplement de garder espoir, parce que ça arrivera plus tôt qu'on ne le croit. Merci donc à vous d'avoir accepté cette invitation. On espère peut-être d'ici la fin de cette émission, avec un peu de temps et un peu de chance, évoquer d'autres sujets d'actualité du côté de l'international. Les attentats à Maroua, on le disait à l'entame de cette édition, un autre attentat enregistré hier. On verra à l'instant les images, vous les verrez donc sur... dans la partie sud du Cameroun pour une prise en charge appropriée. Il faut noter que le gouverneur de la région de l'extrême nord a présidé une réunion de crise des écoles coraniques ambulantes dans l'extrême nord du Cameroun. Vous savez, l'extrême nord du Cameroun a coutume du fait, c'est-à-dire que
il est courant de voir des enfants regroupés dans des coins de rue, recevant des enseignements, recevant des enseignements des différents leaders religieux de leurs différentes communautés. Donc c'est désormais interdit. Interdiction également de la circulation des engins à 2 roues sans papier. Et à ce sujet d'ailleurs, une campagne d'identification stricte sera opérationnelle dans les toutes prochaines heures pour permettre justement d'avoir une bonne lisibilité sur les propriétaires, les détenteurs des engins à 2 roues dans toute la partie septentrionale du Cameroun, notamment dans l'extrême nord du Cameroun. La vente ambulante des aliments par les enfants est également interdite. Ce sont les vacances. Il est justement, nous avons coutume de voir bien, il est courant. Les arrondissements de l'extrême nord sont appelés à mettre en place dans les stricts délais une police municipale qui aura la responsabilité d'apporter une action qui réside dans cette partie du Cameroun. Et c'est à juste titre que cette mesure arrive. Nous le relevions déjà hier soir sur le plateau spécial, appelant les populations non seulement à jouer leur part de partition. Il n'est pas aujourd'hui question de se limiter aux grands discours politiques. Il est question de dire aux populations ce qu'il y a lieu de faire, d'où le volet éducatif des populations qui est assez important. Et nous l'avons dit, un numéro vert a été mis en place par les autorités, le 1500. Ces populations sont appelées d'ailleurs à appeler pour dénoncer, pour porter à leur attention des personnes suspectes. Mais il faut surtout dire qu'il y a un aspect aussi important qu'il faut prendre en compte, le volet linguistique. La plupart de ces enfants qui vendent à longueur de journaux et qui déambulent dans les rues de la partie septentrionale du Cameroun, c'est des enfants qui sont pour la plupart inscrits dans les écoles coraniques et qui ne comprennent pas véritablement, qui ne comprennent pas grand-chose de la langue française. Donc il y a lieu aujourd'hui d'adapter le mode de communication pour permettre que la communication soit davantage efficace et que le message soit réellement porté vers la cible. Donc voilà en gros les différentes mesures qui ont été prises ce matin à la suite de cette réunion de crise qui a été présidée par le gouverneur de la région de l'extrême nord Cameroun. Et on peut imaginer que d'autres réunions vont suivre parce que c'est une région qui est presque déjà dans un état d'urgence, c'est un état de crise. Et puis le gouverneur de la région de l'extrême nord d'ailleurs fait savoir que les mesures vont être renforcées au fil des jours. Tout à fait, il le faut. J'ai été surpris en écoutant le professeur Messanga Nyamding vanter les mérites du réseau routier de la partie septentrionale du Cameroun, notamment de l'extrême nord. C'est une région que nous avons parcourue. Voyez-vous, se mouvoir dans cette partie du Cameroun aujourd'hui n'est pas du tout évidente. Il faut dire, il faut présenter les faits aujourd'hui aux Camerounais, non pas pour créer une psychose, mais pour que les dirigeants, les pouvoirs publics prennent la pleine mesure de leurs responsabilités. Savez-vous par exemple qu'il est difficile, le chef de l'État lors des dernières inondations en 2012, le chef de l'État était à Guirvidic, mais partir de Guirvidic pour Kaïkaï par exemple, il n'y a pas de route. Donc il faut simplement emprunter une pirogue, c'est par voie de pirogue, et c'est des pirogues qui sont parfois dans des états vétustes. Donc il faut y penser pour porter le message à ces populations. Et dans certaines parties du Cameroun, de l'extrême nord du Cameroun, les médias locaux, notamment la chaîne nationale, n'est pas reçue. Donc s'il faut éduquer la population, il faut que ce soit une action, il faut que ce soit évidemment une action à la fois gouvernementale, concertée, collective, parce qu'en fait la guerre ayant muté, je parle sous votre contrôle, professeur Messanga Nyamding, je vais réagir. Voilà de la fonction asymétrique vers le caractère kamikaze ou conventionnel qu'on le voit en ce moment. Il est question aujourd'hui d'impliquer véritablement la population, et nous avons été surpris hier soir en faisant le tour dans les grandes villes du Cameroun avec nos différents correspondants dans les grandes villes du Cameroun, de constater que malgré la récurrence de ces différents cas d'explosion,
des mesures sécuritaires fermes n'ont pas été mises en place dans les lieux de rassemblement, notamment les boîtes de nuit, les snacks, etc. Il faut plus que jamais y penser. Je voudrais réagir, dire un mot sur ce que disait tout à l'heure sur... Eric a rappelé 3 choses importantes. Oui, oui. D'abord, l'interdiction du déambulement des enfants dans les marchés. Évidemment, l'enfant n'inspire aucune méfiance en général. Donc maintenant, le mode opératoire de ces islamistes, c'est effectivement d'instrumentaliser les enfants entre 12, 15, 17 ans. Ça veut dire que simplement qu'il faut effectivement, ces enfants qui parlent très peu le français. J'étais dans l'extrême nord, j'ai bien vu sur le marché, les gens ne vous répondent pas en français pour la plupart. Donc c'est pour ça qu'on parlait des causes profondes et pas des mesures cosmétiques telles que la burqa, etc., qui sont pourtant par ailleurs nécessaires. Mais je pense qu'il faut mettre l'accent sur l'éducation qui prendra du temps, mais il faut aussi commencer dès maintenant. Par ailleurs, il parle également d'évacuation vers le sud du pays. Ça veut bien dire que dans le sud, on a des équipements, des plateaux techniques médicaux qui n'existent pas dans le Grand Nord ou l'extrême nord. Je veux vous surprendre, Célestin Diamène. Non, c'est ce que tu as dit tout à l'heure. Lorsque nous étions dans l'extrême nord du Cameroun, il n'y avait pas de pédiatre. Voilà, c'est il n'y avait pas de gynécologue. Exactement. Donc il faut y penser. Il y avait un problème d'arriération de cette région-là. Ce sont des questions de Sandrine. il faut y penser maintenant. Il faut y penser tout à fait. Moi, c'est une question qui interpelle aujourd'hui la nation. Oui. Il faut un sursaut collectif. Absolument. Et c'est pour cela qu'il faut étendre, Pascal, ces mesures sur l'ensemble du territoire. Alors, parce qu'aujourd'hui, effectivement, ils frappent Marois. Qui vous dit que demain, si on se focalise sur Marois, ils ne vont pas frapper Douala ou Yaoundé? Madame, alors, non, ce que je voulais dire. de réagir. Je voudrais réagir. Nous allons Je vais être court. sortir de Moi, je cette dis que émission. ce que vous dites, nous sommes d'ailleurs en train de faire cette émission et c'est bien parce que nous sommes en situation de crise et tout le monde condamne et tout le monde pense qu'on ne peut pas supporter ce terrorisme. Mais faites attention, ne justifiez pas le terrorisme. Vous savez, vous me laissez terminer aussi. Laissez-moi terminer, je n'ai pas pour longtemps. Vous savez, je reviens d'un deuil à Yabassi où mon cousin qui est inspecteur général au ministère des Petites et Moyennes Entreprises a perdu son épouse et à côté un autre frère, le docteur Félicien Tonnerre, a perdu son frère. Le gouverneur de Douala qui nous écoute. Dites, oui, du littoral, pardonnez-moi. Merci beaucoup Sandrine. Demandez au gouverneur s'il est fier de la route qu'il a parcourue hier, lorsqu'il est venu au deuil. Ou alors demandez à madame la secrétaire générale, madame Pouka Marie-Louise, dans quel état elle a trouvé la route de Yabassi. Vous comprenez? C'est comme s'il y avait des obus. Écoutez, c'est comme s'il y avait des obus. Donc ne venez pas nous justifier cela. Ne demandez pas à Yabassi. Non, attendez, vous me laissez terminer. Nous ne sommes pas en train de dire que ma route à Yabassi n'est pas plus mauvaise que la route du Nord qui a un goudron fréaté. Vous comprenez? Ce n'est pas pour autant que nous à Yabassi non plus. Non, c'est pas pour autant que nous à Yabassi. Nous ne sommes pas allés prendre des bombes. Ça, mais le Mangomeka n'est pas goudronné, par exemple. Votre histoire là ne passera pas. Très bien, alors. C'est pas parce qu'on n'a pas de bombe. La zone la plus dangereuse du Cameroun, c'est Yabassi. C'est mon village. Alors laissez-moi ça. Non, ça c'est le rôle de l'État. Ne justifiez pas ça. C'était bien compris. Vous avez vu le reportage sur l'hôpital de Yabassi? Vous avez vu le reportage sur l'hôpital de Yabassi? Charlemagne Pascal Mestanga Yamzir, on vous a très bien compris. Le bilan de l'État. On vous a très bien compris, voilà. Alors très bien, nous sommes pratiquement, Charlemagne. Mon village n'a pas de route. Alors il y en a pas aussi dans le nord. Alors, l'État doit prendre Célestin. L'État doit assumer ses responsabilités. Alors laissez-moi pleurer Yabassi. Alors, ils sont des amis au gouvernement qui gouvernent. C'est autre chose. Mais non, c'est pas autre chose. Yabassi fait partie du Allez, Cameroun. on voit qui gouverne. Je ne peux pas entrer dans cette histoire. alors, très bien, très cher monsieur. Le terrorisme par l'absence d'infrastructures ou de routes. Personne ne parce que peut je suis l'homme au Cameroun le plus malheureux. Je suis le seul département dans le littoral Qui n'a pas de route. Très bien. Où le département n'est pas relié au chef-lieu de région par le route. Je reviens de Yabassi. Très bien. Alors, merci Charlemagne. Charlemagne Pascal, mais Célestin Diamène, s'il vous plaît. On est pratiquement. Célestin Diamène, s'il vous plaît. Très bien. Sur ce plateau, on a justifié le Est-ce qu'on peut se calmer? Moi, je vois les analyses. Charlemagne Pascal Mestanga Yamzir. Très bien, voilà. C'est bien compris, Célestin. Voilà. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. On n'aura même pas eu le temps d'évoquer la deuxième thématique qui porte sur l'élection Cameroun. Nous sommes à la fin. Curieusement et malheureusement, Léa Masoka, je vois
vous braquez sur moi avec de gros yeux comme ça. Nous sommes à la fin pratiquement là. Oui, parce que malheureusement, on ne va pas expliquer aux Camerounais aujourd'hui ce qui s'est passé à l'ECAM, les analyses qu'il faut en faire pour éviter que ces contorsions ou ces crises à ciel ouvert se répètent. Mais enfin, je veux quand même, avec vous, regretter que vraiment les problèmes de sécurité que nous avons évoqués aujourd'hui dans la partie septentrionale, effectivement, sont des problèmes qui concernent la situation générale du Cameroun. Ce serait effectivement, me semble-t-il, assez hasardeux, comme le pense Pascal Charlemagne, d'estimer que les questions d'infrastructure justifient ce qu'on vit au niveau de l'extrême nord. Vous savez, chaque Camerounais dans son coin, même dans les zones qui sont plus ou moins enclavées ou désenclavées, vous portez ce genre de schéma, hein, ça c'est possible. Moi je suis du centre, je suis du département du Bamba-Noubou. Si vous venez chez moi à Bokito pour aller dans mon village, il n'y a pas de route. Hein. Donc moi j'ai envie de dire que... Non, je veux dire qu'il faut qu'on règle les problèmes dans le fond. Bien sûr. Et surtout qu'on sorte un peu des chapelles séculaires liées aux idéologies des politiques pour régler vraiment des problèmes dans leur pertinence. Très bien. Merci également à vous, Louison et Somba. Et juste en 1 minute, vous nous direz peut-être que dans le cas du conflit entre le directeur général des élections de Cameroun, bien des élections, et puis le président du conseil électoral, vous nous faisiez remarquer à l'entame ou avant cette émission qu'il y a bien évidemment un problème de test qui se pose dans le code électoral. Très rapidement, en 1 minute. Oui, justement, il se pose un problème de test. Lorsque vous voyez la structuration testuelle de l'organe de régulation et d'organisation de l'élection au Cameroun, se pose beaucoup de problèmes. Vous voyez par exemple que la structuration spéciale, parce que vous avez le conseil électoral et la direction générale, la position en tête du conseil électoral et celle de la direction générale en second, traduit déjà la supériorité du conseil électoral sur la direction générale. Et vous voyez maintenant que le test, par exemple, on peut y relever certaines incongruités dans le style rédactionnel. Par exemple, on vous dit que le directeur de l'ECAM, pardon, le directeur général des impôts, pardon, des élections, nomme les délégués des démembrements territoriaux, c'est-à-dire que locaux, régionaux, communaux et bien entendu départementaux. Il se pose là donc un problème parce qu'entre l'approbation et la proposition, vous voyez, c'est tout le gel qui a mis en exergue les rapports tendus entre Sani Talimou et bien entendu Foncas. Et donc vous terminez, Célestin, j'avais l'estime que ce n'est pas l'abomination d'un nouveau directeur général. Non, pas du tout. Le problème qui est posé dans les tests. Absolument, je pense que l'ECAM souffre de 2 maladies congénitales. Ça veut dire qu'en fait c'est les gènes, ce n'est pas la faute de la compétence ou la non-compétence de ses membres. Le président de la République a créé 2 têtes à l'ECAM, le directeur général de l'ECAM et le président du conseil électoral. Pourquoi créer une tête à l'ECAM, 2 têtes à l'ECAM, alors qu'il en faudrait seulement une seule? Donc il essaie d'entretenir cette cacophonie, on va dire cet amalgame, pour qu'enfin, le moment venu, il puisse démettre qu'il veut comme il veut. Rappelez-vous que l'article 41 dit spécialement que le président du conseil électoral, le directeur de l'élection de Cameroun sont rémunérés par décret du président de la République. L'article 44 précise que s'il estime que l'un d'eux est défaillant, il peut mettre fin à leur fonction et c'est lui qui les renouvelle. Eh bien, si moi je vous paye Sandrine, si moi je vous renouvelle, vous avez intérêt à me servir. Et le fait maintenant qu'on ait débauché en quelque sorte M. Sani Talimou au profit de M. Babal, fait en sorte que Fonkamazou, il est sous la pression. Il ne peut qu'avoir une dette envers le président de la République. Il doit le servir. Donc M. Biya est en train de préparer sa réélection en 2018. La campagne est lancée, il faut le dire. Donc on n'a pas besoin de créer 2 têtes dans une institution qui pourtant est là pour superviser et gérer nos élections. Vous savez très bien que nous sommes à la fin, juste en 30 secondes. Oui, 30 secondes. Le professeur. D'abord Alain Masoka. C'est un peu tiré par les cheveux, ce que mon ami Célestin est en train de développer. Non, écoutez, le modèle ELECAM, même s'il n'est pas parfait, on le rencontre dans d'autres contextes. Au Canada, par exemple, c'est le même modèle. Je crois que le vrai problème de l'ELECAM... On a copié ELECAM du Canada de façon extrêmement abusive. Et effectivement, on n'a pas... On est comme laissé parler. À la fin de l'émission, moi je sais pas. Allez-y, Alain Masoka, allez-y. Célestin, j'apprécie que vous soyez au SDF. Maintenant, le SDF n'est pas le poumon des Camerounais. Écoutez, chacun peut avoir son opinion. Respecter cette opinion. Non, mais très sérieusement, je veux dire que le problème est mal posé. Je crois qu'il faut, moi j'encourage d'ailleurs les formations politiques à continuer à mettre la pression qu'ils font
pour que les réformes de l'ECAM se mettent en place véritablement et garantissent en cette institution-là, n'est-ce pas, toutes les qualités d'équité et de transparence qui sont recherchées pour permettre d'exprimer le vote des Camerounais. Mais je veux dire que l'épiphénomène qui s'est posé à l'ECAM, c'était davantage, comme vous l'avez dit dans votre introduction tout à l'heure, une guerre de leadership complètement stupide. C'est des égos surdimensionnés de deux individus à la vérité qui ont refusé d'appliquer ce que moi j'appelle ici l'esprit, n'est-ce pas, des textes. Les textes de l'ECAM peuvent s'appliquer. Le problème, c'est qu'il y a un surdimensionnement, il y a un narcissisme, un nombrilisme qui ont été... C'est tout, c'est des égos. Mais maintenant, la question... Je dis que ce soit au niveau du président du conseil électoral qui s'est retrouvé effectivement en train de jouer les rôles d'administrateur, ou au niveau du directeur général qui, on va dire dans sa posture, était dans son droit, qui lui aussi n'a pas compris, comme le disait Somba tout à l'heure, qu'il y a une prééminence tout de même. Je dis que... Parce que regardez les deux problèmes qui querellent. L'histoire des délégués régionaux qui n'est pas entériné, l'histoire du personnel d'appui au conseil électoral qui n'est pas entériné, mais enfin, qu'est-ce que ça coûtait de pouvoir formaliser cette affaire-là et pouvoir véritablement continuer à collaborer? Parce que, il faut le dire ici, moi je refute cette thèse-là qu'on veut mettre sur la table pour parler de relations verticales entre le conseil électoral et la direction générale. Non, moi je parle plutôt de relations de collaboration. Peut-être que du point de vue de prééminence, le conseil électoral vient en avant, mais je dis c'est une question de collaboration. Là, il y a un problème peut-être de récupération. Voilà. C'est pour ça que je dis que ces tests ont été quelque peu galvaudés et dévoyés dans leur esprit. Et pour terminer, Charlemagne Pascal Messanga, il me dit juste en une minute sur la question. Je vous promets, je ferai moins d'une minute. Je voudrais vous dire quelque chose. Le problème du Cameroun, au regard de ce qui se passe à l'ECAM, est un problème de discipline. Si chacun joue son rôle, chacun joue sa partition, chacun respecte ses textes, tout peut bien aller. Voilà. Je pense que le président a réagi. Quant à Célestin Djamène, n'oubliez pas que c'est lui qui a porté plainte au chef de l'État. Il va m'étouffer parce qu'il n'aime pas qu'on parle. Vous m'avez promis, Charlemagne, de terminer en moins de 2 minutes. Oui, terminez donc. De texte. Allez-y, terminez donc. Voilà. Alors, je suppose que les 2 secondes sont épuisées. Alors, voilà, très bien. 22 secondes, c'est passé alors. Voilà. Merci. Merci donc. C'est bon, Charlemagne. Très bien. Merci donc. C'est entendu, Charlemagne. Absolument. Il y a à tout faire pour les camarades. Absolument. Vous lui avez porté plainte. Pourquoi tu dois rémunérer? Très bien, Charlemagne. Est-ce que les Saint-Germain, c'est bon, merci. Voilà, merci donc à vous. C'est bon, c'est compris. Merci Célestin, on est à la fin là. Merci donc, très chers messieurs. Non, c'est bon, c'est terminé Célestin. C'est terminé, voilà. Charlemagne Pascal Messanga Yamzine. 1 minute, c'est terminé, on est à la fin. Merci donc à vous, très chers invités. Merci également à vous, très chers téléspectateurs. On se retrouve dimanche prochain. Au revoir.